Alors, en quelque sorte, les délires là ont précédé l'absorption du vin. Oui. On fait donc des choses. Voilà, arrive avec la communication de Monica Cardenas Moreno, qui est de l'Université de la Réunion, et qui va donc nous parler du vin des Incas, où, si j'ai bien compris, il y a des éléments corses, des éléments bordelais et des éléments de feuilles de coca. Oui, ça veut dire feuilles de coca. Le titre est un peu... Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, Isabelle Tossa. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, c'est bon. Et on a la première version du titre, mais le titre final, c'est le vin des Incas, le regard français de la feuille de coca du Pérou, dans les discours pharmaceutiques du 19e siècle. Oui, ça c'est pour le malade. Exactement. Voilà. Bon, et je vais vous présenter donc le projet du pharmacien d'origine corse Angelo Mariani. Il est né en 1838 et il est mort en 1914. Et qu'on peut voir ici, habile commerçant et créateur d'un important réseau social autour des produits à base de feuilles de coca du Pérou. Parmi ces produits, le vin Mariani ou le vin à la feuille de coca, ou aussi appelé le vin des Incas, était sans doute le produit phare. Et ce singulier vin a été produit pour la première fois en 1863 à la Banlieue de Paris. Il a été fabriqué à partir d'un mélange de vin de Bordeaux et de macérat de feuilles de coca. Le succès commercial de la boisson, qui est à l'origine d'autres marques à succès comme Mo et la célèbre Coca-Cola, a duré environ 50 ans et est dû en grande partie à l'appareil publicitaire que Mariani a construit et qui fait de lui le père de la publicité moderne ou le génie de la publicité. Le système publicitaire de Mariani comprend des affiches dans les rues, annonces dans la presse, publications d'études scientifiques, littérature illustrée, poèmes, contes et cartes, lettres de remerciement des célébrités qu'il publie sous format d'album. Mariani voulait établir un lien direct entre son savoir occidental et le pouvoir divin des plantes en Amérique du Sud. Pour ce faire, il singularise d'abord la coca comme la plante sacrée au Pérou depuis l'époque préhispanique, puis il fait de la coca la plante grâce à laquelle le peuple péruvien a résisté à l'exploitation espagnole durant la colonie, et finalement, Mariani affirme que la coca est un symbole du blason péruvien, du drapeau péruvien au moment de l'instauration de la République du Pérou au XIXe siècle. Mariani nourrit donc le savoir pharmaceutique européen d'un pouvoir ésotérique grâce à la tradition littéraire populaire européenne que le public de l'époque était habitué à lire. La démarche de Mariani est à mi-chemin entre celle du conquistador, en s'attribuant la découverte universelle de la valeur d'un produit que les sages péruviens n'ont pas su découvrir, selon lui, et celle du scientifique explorateur qui sera le sauveur, comme il se présente, le sauveur de la population européenne moderne, grâce à cette boisson. Donc je vais vous présenter cette thématique et le projet Mariani en 3 parties. Première partie concentrée plutôt dans les projets pharmaceutiques liés au commerce et à l'art. Et une deuxième partie où je vais parler de comment il utilise la littérature pour vendre ses produits. Et à la fin, je vais parler plutôt de l'iconographie qu'il utilise. Et donc, la première partie, la relation entre le vin et la médecine en Europe remonte à l'Antiquité. Et d'une façon générale, nous pouvons dire que dans l'histoire culturelle européenne, le vin a eu toujours une valeur symbolique particulière. En 1866, Louis Pasteur, et bon, ça c'est un affiche publicitaire, et publie ses études sur le vin avec l'objectif de remédier à plusieurs maladies communes du vin, et ceci afin d'améliorer les vignes, la production, la commercialisation et la consommation de cette boisson importante d'un point de vue hygiénique. Il affirme, Pasteur, je cite, le vin peut être à bon droit considéré comme la plus saine et la plus hygiénique des boissons. Fin de citation. Parmi les sources utilisées par Pasteur, les travaux du chimiste Jean-Antoine Chaptal, et important de
défenseurs des propriétés bénéfiques du vin sur la santé humaine ont été centrales. Je cite Chaptal. Il dit « Autre que cette liqueur est tonique fortifiante, elle est encore plus ou moins nutritive. Sous tous ces rapports, elle ne peut être que salutaire. » Fin de citation. Selon Chaptal, la composition du vin permettrait de le convertir en un auxiliaire de santé capable de magnifier d'autres remèdes. Et si vin et santé vont ensemble, ce n'est pas difficile de comprendre le succès des vins médicinaux en Europe. Au XIXe siècle, les vins médicinaux les plus employés sont par exemple le vin d'absinthe, le vin de gentiane, le vin de quinquina, le vin d'opium et le vin à la feuille de coca. Cependant, avec l'apparition des méthodes d'extraction modernes, la chimie permet à cette époque-là de passer de la matière médicale brute au principe actif, c'est-à-dire de la quinquina à la quinine, de l'opium à la morphine et de la feuille de coca à la cocaïne. La médecine connaît une révolution grâce à ces nouveaux médicaments, mais ce sont aussi ces découvertes qui vont pousser commercialement les succès de ces vins énergisants de l'époque. Nous ne pouvons pas expliquer le succès du vin Mariani sans la participation du médecin Charles Fauvel. Et nous pouvons par exemple constater cette complicité entre Fauvel et Mariani dans une publication sortie en 1878 par Mariani, intitulée « La coca du Pérou et les vins Mariani, botanique, historique, thérapeutique », où le médecin Fauvel sera cité à plusieurs reprises. Fauvel affirmait, je cite, « La coca est le tenseur par excellence des cordes vocales. » Fin de citation. Mais il n'est pas le seul médecin associé à diffuser les bienfaits de produits Mariani. Dans la revue thérapeutique médico-chirurgicale de 1876, nous pouvons lire un article signé par le docteur Pierre Collin, où il associe d'autres médecins de l'époque. Et nous associons différents médecins pour déclarer que, je cite, « Après ces diverses observations cliniques, le vin de coca Mariani, son élixir et ses pastilles agissent d'une manière spéciale et magistrale dans la pharyngite granuleuse, l'angine tonsillaire, la albuminurie, les diabètes, et que leurs propriétés stimulantes sur le système nerveux cérébro-spinal ne peuvent être méconnues. » Fin de citation de ces médecins. Et l'enjeu historique mobilisé par Mariani est peut-être la partie la plus délicate de son projet, mais aussi la plus intéressante, car elle révèle le regard français de la feuille de coca. Bien que la feuille de coca soit connue en Europe depuis le début de la période coloniale, elle a été pendant des siècles un produit associé à une pratique indigène dite sauvage et dégradée, et par conséquent peu attrayante par la commercialisation et la consommation par un public occidental. Mariani nous parle de l'échec dans l'utilisation de la feuille de coca en Europe dans les années et siècles précédents à cause des mauvaises conditions d'importation de ces produits. En ce qui concerne les sources utilisées par Mariani pour sa construction historique et symbolique de la feuille de coca du Pérou, il cite le fameux explorateur français Paul Marquois et son récit de voyage dans la région du Titicaca publié dans la revue Tour du Monde en 1878. Où il parle de la récolte des feuilles de coca et son importance pour la population. Mariani cite ensuite les historiens de la conquête de l'Amérique du Sud, comme les Espagnols Gonzalo Fernández de Oviedo, Pedro Chiesa de León, Agustín de Zárate, Francisco López de Gómara, et remarque leur étonnement face à l'importance que les Indiens avaient pour la coca au détriment de l'or tant convoité par les Européens. À plusieurs reprises, Mariani explique que les Espagnols n'ont pas su donner à la coca sa véritable valeur. Le caractère sacré de la plante a été condamné par les Espagnols comme irréligieux dans le 10e concile de Lima, par exemple. Et pendant la période coloniale, la coca a servi aux Indiens pour supporter les travaux et les rigueurs de la colonisation. Mais elle n'a pas véritablement intéressé les Espagnols. Ils n'ont pas donc découvert sa valeur et ses propriétés. Ce discours permet à Mariani de s'octroyer sa découverte dans le cadre d'un nouveau contexte de colonisation scientifique de ces territoires par les savants français. Donc Mariani affirme aussi à plusieurs reprises que la feuille de coca, je cite Mariani, était considérée comme une représentation animée de la divinité. C'est l'image que nous pouvons voir
l'œuvre de Mariani et ensuite en relation avec la divinité. Cette idée est très intéressante car nous allons voir de quelle façon elle est utilisée dans les contes et dans l'iconographie avec l'objectif de lier le projet de Van Mariani non pas aux Indiens péruviens mais à ces dieux. Concernant l'aspect scientifique de son projet, Mariani cherche le plus de soutien possible et cite une longue liste d'experts européens qui ont étudié cette plante. Il parle de Nicolas Monardes et José Acosta, les naturalistes Linné, le père Antonio Julián, et les scientifiques Littré et Robin, auteurs des dictionnaires de médecine, etc. Et bien sûr, il cite le docteur Fauvel, qui utilise avec succès la feuille de coca dans sa clinique de laryngoscopie. Mariani n'oublie pas les savants péruviens, il nous parle des écrits de Unanue, qui présentent la coca comme le tonique par excellence, ainsi que les écrits de l'historien Manuel Atanasio Fuentes, qui la présente comme la plante la plus tonique du règne végétal. C'est à partir des expériences du docteur Unanue et sur l'étude des composantes de la feuille de coca que Mariani s'est mis au travail. Il sait que les feuilles sèches de coca ont été traitées à l'eau bouillante et qu'un extrait est obtenu après un trempage dans différents degrés d'alcool et l'utilisation d'éther comme solvant d'extraction. Donc Mariani va utiliser de la même façon les témoignages des clients et je passe au projet, cette autre partie du projet, et il utilise les témoignages des clients ou des patients pour asseoir sa crédibilité. Pour ce faire, il reproduit les lettres de remerciements reçus, les cartes de visite avec un mot de reconnaissance à son travail scientifique et au bienfait de ses produits. Et Mariani saura ensuite tirer profit de ces matériels à travers ses publications sous différents formats. Ce n'est pas pour rien qu'il a été présenté par l'un de ses propres amis comme les puissants accumulateurs de sympathie. C'est ainsi qu'il a organisé l'album Mariani des figures contemporaines composé de témoignages spontanés envoyés par ses amis pour qui la boisson médicinale avait eu un effet positif. Il existe 14 volumes de ces albums. Ces publications peuvent être comparées aux réseaux sociaux actuels où, sous l'apparence des liens d'amitié, se cachent des intérêts économiques. Un réseau social peut être compris comme la création d'un marché potentiel construit sur la base d'un groupe de personnes liées par une amitié marquée à travers d'une signature, d'un like, on pourrait dire maintenant, afin d'attirer d'autres personnes et élargir les circuits. Dans un réseau social, le marché potentiel tend à s'agrandir et pour cela, les amitiés prestigieuses, nous pouvons voir ici Colette, Sola et Jules Verne. Et dans un réseau social, le marché potentiel tend à s'agrandir et pour cela, les amitiés prestigieuses sont très importantes. La production littéraire présente un intérêt particulier dans les projets Mariani également. Une grande partie de son projet est composée de 14 contes illustrés. Je vais vous montrer d'autres images. Et ici, la couverture d'un des contes. Et il a publié 14 contes illustrés, publiés entre 1888 et 1904. Ils sont vendus séparément en édition de luxe sur papier japonais et en grand format, destinés aux bibliophiles et illustrés en couleur et par des illustrateurs célèbres. Ils ont été imprimés également en édition bon marché sur papier vela. Ces écrits ont été commercialisés aussi sous la forme de collections ou des petites bibliothèques Mariani. De cette manière, Angelo Mariani parvient à transformer la publicité de ses produits pharmaceutiques en produits commerciaux. Donc, je vais parler maintenant un peu plus de cette partie littéraire. À côté de l'objectif publicitaire de ces contes, nous pouvons citer d'autres éléments en commun. Ces récits suivent les codes de contes populaires européens, ainsi nous pouvons identifier quelques personnages types. En tant que protagonistes, nous avons les démunis en difficulté, les héros qui cherchent la beauté et la justice, et comme antagonistes, les méchants égoïstes et autoritaires ont une difficulté insurmontable, par exemple une maladie ou une faiblesse physique. Pour résoudre la justice ou la souffrance du protagoniste, nous avons l'intervention d'un pouvoir surnaturel, un magicien, un savant ou une divinité.
Ce personnage est en relation directe ou indirecte avec la propre image d'Angelo Mariani. Le mystérieux magicien ou les savants a toujours les yeux vert clair, couleur de la mer, avec une longue barbe blanche et une forte vitalité malgré son âge. Il le décrit souvent de cette manière. Et les illustrations complètent cette représentation très proche du portrait de Mariani. Par exemple, dans le conte La plante enchantée, publié en 1896 par Armand Sylvestre, avec les illustrations d'Albert Rovida, Mariani apparaît caché sous l'identité d'un moine, révérend frère Angelo Mariani, qui, je cite, « Comme tous les religieux, aimait à composer des liqueurs. On avait tiré un vin particulièrement bienfaisant, mais dont il avait gardé le secret, disant qu'il voulait qu'il ne fût divulgué à l'humanité que 3 siècles après sa mort. » Fin de citation. Un autre élément important est donc la temporalité. Ces contes évoquent un passé qui peut remonter jusqu'à XIVe siècle, ou XVIe siècle, voire XVIIe siècle. Dans tous les cas, le pouvoir de la boisson qui guérit et qui sauve les protagonistes est donné comme un secret qui se révèle, qui se révélera au monde plus tard, au XIXe siècle. La présence de Mariani est annonciatrice donc, de la magnifique découverte de son vin. Et en 1900, Mariani publie Pervenche, nous avons l'image ici de la couverture, de ce conte écrit par Maurice Bouchot et illustré par Léon Lévesque. L'histoire se déroule en 1350. Le titre correspond au nom de la jeune et belle protagoniste. Cette jeune femme vit avec sa mère veuve dans des conditions modestes. La beauté de Pervenche suscite le désir de Guillaume, seigneur feudal d'un village de Normandie. Bien que la jeune femme ait une liaison avec un honnête batelier de la Seine, surnommé Manche Verte, en raison de la couleur de son blouson. Le batelier est mis au défi par Guillaume. Pour gagner la main de Pervenche, le jeune homme doit porter Pervenche tout au long d'une colline sans repos. Manche Verte accepte le défi, qu'il commence avec beaucoup d'enthousiasme, mais au fil des heures, il sent qu'il n'y a pas les forces d'atteindre son objectif. Nous pouvons voir ici, et chaque page est illustrée d'une façon très didactique. Pendant la montée, les forces de Manche Verte proviennent de son désir pour sauver sa bien-aimée. Quand il sent que ses forces s'épuisent, la fille tentera de l'aider avec un chant. Ensuite, elle laisse Manche Verte lui donner un baiser. Malgré cette complicité, les forces humaines s'épuisent et la pente raide oblige à Manche Verte à ralentir. Dans son désespoir, Manche Verte pense à la rencontre qu'il avait effectuée quelques jours auparavant. Il prononce rapidement le nom, Angelo, et un petit être apparaît. Je cite, « Angelo lui versa dans la bouche quelques gouttes d'un liquide pourpré contenu dans une fiole de diamants. Il sembla tout à coup à Manche Verte qu'un flot de vie s'est penché dans tout son corps et plein d'une telle vigueur qu'il avait peine de se tenir en place. » Fin de citation. Nous voyons ici le petit être Angelo qui a apparu. Et le petit magicien explique l'origine de la plante qui est à la base de ces breuvages. Il dit, elle croit, en parlant de la plante, non, elle croit en un pays dont les plus savants de ces royaumes ignorent l'existence. On l'appelle Coca. Fin de citation. Le récit indique que la boisson non seulement a donné les forces pour gagner la course, mais qu'elle a été à l'origine d'une fertilité invraisemblable. Par une secrète influence, il rendit les jeunes époux au moins de 4 ans, père et mère de 6 fils et 6 filles. Voilà. Et tous bien gaillards et bien gaillardes. Dans le conte Pervenche, Mariani apparaît directement sous la forme d'un petit magicien, un être de 4 ou 5 pouces, et comme nous l'avons dit, sa représentation physique est fixée dans l'imaginaire culturel de l'époque. Mariani est écrit avec sa longue barbe blanche, contrastée avec son visage presque jeune, bien qu'il dût être au tournant de la cinquantaine, comme elle était décrite souvent dans ces récits.
La rencontre avec Manche Verte s'était produite au moment où Mariani risquait sa vie, menacé par des poissons qui voulaient le manger dans les profondeurs de la Seine, pour faire ses recherches sur les plantes avec l'objectif de porter remède aux souffrances humaines. L'histoire se passe au XIVe siècle. Mariani est à Paris et grâce à ses connexions avec une déesse, je vais vous montrer l'image après, semble connaître les propriétés de la plante de coca, mais il indique que ce n'est pas encore le moment de révéler son secret. Le petit magicien devra dormir pendant 5 siècles avant de venir au monde réincarné pour montrer la plus précieuse de ses découvertes. Comme dans l'image de Moucha, que j'ai présentée tout au début dans la première diapositive, et comme dans l'image de Moucha que nous verrons et que je présenterai plus tard, je vais présenter ici, c'est là. Et l'illustration de l'évêque nous montre Mariani en train de faire sa recherche proche du regard bienveillant d'une divinité féminine sous la forme d'une sirène. Je vais mettre en relation cette image avec cet autre de conte Pervenche, où il y a aussi une relation avec la divinité. Mais dans ces cas-là, c'est la relation entre Mariani et la divinité, et dans cela, c'est l'Inca, la représentation d'un Indien et la divinité, qui refuse la coca à son peuple. Donc, je veux revenir sur ça justement dans ma dernière partie, où je parlerai très rapidement de l'iconographie. Nous allons montrer à titre d'exemple 2 éléments importants en relation avec l'iconographie créée pour soutenir l'entreprise Mariani. À partir de 1877, Albert Rovida, connu déjà en tant que dessinateur à la vie parisienne, interviendra dans les projets Mariani avec des images sur les bienfaits du vin à la feuille de coca. Et la première publication, c'est là, publiée sur la revue La Vie parisienne. C'est un monument, comme on peut le voir, le monument du vin et le temple à la coca. Et nous voyons à gauche des gens visiblement malades et affaiblis qui rentrent au temple. Et à droite, ces mêmes gens sortant guéris et rétablis. Au pied de cette construction imaginaire, nous pouvons lire l'explication. Elle est très importante, je cite. L'architecte, dans un transport de reconnaissance, lui a donné la forme de la bouteille du vin Mariani. Quel est dévot à ces temples de la coca? Ils arrivent maigres, fatigués, anémiques, des femmes faibles et languissantes. Se sont transportés en chaises longues, des malades en convalescence s'y traînent péniblement. Et tous en sortent régajardis, remis sur leurs jambes, et bénissant les vertus réparatrices et reconstituantes du vin Mariani préparé à la coca, la plante la plus tonique de règne végétal. Et entourant l'image centrale, nous pouvons observer les vignettes où les personnages sont représentés dans différentes situations de la vie quotidienne et des Françaises et des Français, que ce soit en ville ou à la campagne. Dans ces contextes variés, les gens ne peuvent pas s'en sortir sans le vin Mariani. La chanteuse pour commencer son spectacle, l'homme pour faire face à la nuit ou au spleen, pour réussir le travail intellectuel, l'excursion et les défis de montagne, pour guérir la mauvaise digestion, etc. Et comme c'est habituel dans la presse de l'époque, le discours prédominant est celui de la chronique quotidienne. Il faut enregistrer les situations les plus courantes, soit d'un point de vue pédagogique ou avec un regard ironique. Il s'agit de confronter les lecteurs à ces problèmes quotidiens et de faire de la presse un portrait ou un miroir de la société. Et donc, la deuxième image, nous pouvons voir dans la deuxième image, avec la signature aussi de Rovida, le même illustrateur, et publié en 1888, une allégorie du vin Mariani à partir de la fusion des 2 représentations allégoriques, le coq en tant que représentation de la France et l'Indien, ou plutôt l'Inca, et comme représentation du Pérou. Il est assis sur un trône dans une position confortable et semble avoir dans ses mains une bouilloire avec une paille utilisée dans certaines régions de l'Amérique du Sud pour prendre le maté, ou l'infusion à l'herbe maté. Et le remède compris
dans la bouteille que nous voyons en arrière-plan est formée d'un savoir issu de la complicité de ces duos franco-péruviens qui occupent le même trône en tant que les rois des gentils anémiques, intitulé de la première les rois des gentils anémiques, et qui regardent un défilé. Le défilé que nous pouvons voir en bas de la page, une sorte de carnaval où nous voyons des gens avec des métiers et des professions diverses dans les domaines de l'art et de la politique touchés par des maladies modernes. Les splénétiques, les nervosiaques, les morphinomanes, comme nous pouvons lire dans l'explication. Je ne vais pas la lire parce que c'est un peu long. Dans une même perspective allégorique, nous ferons allusion aux deux images qui montrent la relation entre Mariani et une divinité, soit une divinité inca ou européenne. Pour vendre les produits à la feuille de coca, il ne faut pas que de la science. Le discours scientifique se mélange facilement dans les formats publicitaires avec un discours ésotérique d'ordre du surnaturel. L'exotisme de la feuille de coca contribue à mettre en avant ces deux éléments. Pour l'aspect scientifique, c'est une plante sur laquelle les scientifiques allemands et français ont fait des progrès dans la caractérisation chimique de ses composants, notamment la cocaïne, et ces effets, elle est déjà utilisée pour soulager la douleur, et pour l'aspect exotique, il y a des témoignages dans les écrits historiques de la conquête des Amériques et dans les récits des explorateurs européens en Amérique du Sud, du caractère sacré de la plante dans les cultures andines. Mariani divulgue sans cesse l'origine divine de la feuille de coca au Pérou préhispanique, que nous pouvons voir dans les deux images à travers les deux représentations féminines. La sirène, avec des traits plutôt européens, blanche et rousse, charge sur l'affiche d'Alphonse Mucha, en divinité inca, comme nous pouvons lire en rouge sur l'extrême inférieur gauche du premier affiche. Divinité inca refusant la coca à son peuple. La proposition de Mucha marque non seulement le caractère divin de la coca et de la boisson que la déesse a dans sa main droite, mais cherche aussi à éloigner la boisson de la pratique quotidienne des Indiens. Même si la coca a été, depuis l'époque préhispanique, une plante sacrée, il y a une volonté d'éloigner son utilisation des habitants communs et de les transformer en boisson d'élite. Et si dans l'image 3, la divinité refuse la coca à son peuple, dans cette image, nous pouvons voir que dans l'image de Léon Lévesque, la divinité s'associe sans problème au travail d'exploration et semble complice des travaux scientifiques de Mariani. Bien, pour conclure, la publicité construite sur le vin des Incas ou vin Mariani est centrée sur l'image messianique de son créateur. Mariani est représenté comme les savants aux yeux verts, des figures affables avec une longue et soigneuse barbe blanche. Cette image sera imprimée, reproduite, adaptée à travers des gravures et les illustrations que lui-même commande et sponsorise. Autour de cette image sont convoqués les amis qui forment le réseau Mariani, patients, clients, artistes, écrivains, célébrités, sur une seule étiquette, les amis Mariani, qui ont réussi à surmonter des difficultés grâce à une boisson singulière. Le lien qui établit Mariani avec le Pérou est historique et exotique, et il s'éloigne donc de l'actualité péruvienne. L'intérêt de Mariani pour l'histoire péruvienne s'arrête à l'aube de la République du Pérou, pour nous dire que les buissons de coca font partie du drapeau national, mais il revient principalement à l'époque des Incas, un empire puissant où la feuille de coca avait la valeur que l'or a eue pour les conquistadors espagnols. Cependant, les savants incas utilisent la feuille de coca d'une façon particulière et n'est pas adaptée aux Européens. La modernité, les expérimentations chimiques en Italie, en France et en Allemagne donnent de nouveaux moyens de l'utiliser et de profiter de ses qualités pour la santé. Les propriétés associées au vin permettent de tirer un maximum de profit des composantes des plantes. Dans l'essor des vins médicinaux, le vin des Incas sera l'un des plus réussis, au moins d'un point de vue commercial. Un débat très intense se tient actuellement dans les pays producteurs de la coca entre l'éradication et des secteurs de culture de coca et son industrialisation.
Dans ce contexte, qui est lancé sur le marché en 2017 et par Christophe Mariani, le nouveau vin Mariani, mais cette fois-ci avec la feuille de coca importée de Bolivie. Le gouvernement d'Evo Morales, en mars 2017, avait promulgué la nouvelle loi générale sur la feuille de coca. Et le Pérou, dans le contexte politique péruvien actuel, est un débat sur ce sujet et c'est tient aussi. C'est-à-dire que c'est une histoire culturelle du 19e siècle, mais sur laquelle nous pouvons continuer à débattre. Bon, je vous remercie beaucoup.